Sur le cloud. Ok, donc bonjour à vous mesdames, bonjour à tous. Donc on va commencer donc ce nouveau webinaire atelier, je ne sais même plus comment les appeler. Donc l'idée c'est qu'on va faire une interview donc de deux des partenaires de Sherin. Donc je vais les laisser se présenter, mais juste vous indiquer un petit peu le cadre dans lequel va se faire donc cet atelier webinaire. Donc on va présenter Alcolint. Je ne sais pas si la prononciation est bonne, tu me rectifieras. Algolinked, Algolint. à l'anglaise. J'aurais dû faire un stage avant. Et ça, je sais mieux le dire. My name is Bond. Yes. Voilà. Donc, l'idée, c'est qu'on fasse donc, une présentation donc, de ses partenaires pour Sherin, qu'on donne un petit peu l'état du marché actuel, puisque aujourd'hui, il est un petit peu dégradé, puis il y a aussi des évolutions. Et on abordera aussi comment ces deux solutions peuvent vous aider dans votre activité de tous les jours en tant qu'entrepreneur, freelance et indépendant. Donc, on va commencer par, parce que c'est décidé de manière un peu arbitraire, donc par toi, Solène. Donc, Jude, tu nous présentes un petit peu rapidement ton parcours et ce qui est la solution Alcolint. Ok. Du coup, je suis la cofondatrice d'Algolink depuis 2014, donc ça va faire maintenant 6 ans. Avant cela, j'étais dans une start-up, une fintech, où j'étais chef de projet. Donc, on a monté le projet, c'était le premier établissement de paiement en France. Et je viens du monde école de commerce avec spécialité entrepreneuriat, innovation, marketing des services. Et donc, pour Algolinked, c'est un outil de mise en relation avec les médias qui permet de contacter des journalistes les plus pertinents par rapport au contenu d'un communiqué de presse. Et donc, on a dématérialisé tous les outils d'un attaché de presse pour qu'une personne en interne puisse gérer ses relations presse soi-même. Et l'objectif, c'est du coup d'avoir la main là-dessus, d'être complètement autonome et de bénéficier d'une base de données de 30 000 journalistes à jour sur 800 domaines d'activité et d'être assisté par un algorithme sémantique, donc une intelligence artificielle qui va sélectionner en temps réel les journalistes les plus pertinents par rapport au contenu et aux mots-clés du communiqué de presse. Et donc, nous, on a un data center d'articles. Donc, tous les jours, notre IA, elle va crawler le web et elle va chercher les dernières publications des journalistes. Et ça nous permet de donner à un instant T cette liste qui est hyper précise et qui justifie pourquoi le journaliste est dans la liste. Et la justification, c'est parce qu'on a trouvé un article qui match avec les mêmes mots-clés que ceux inclus dans le communiqué de presse. Alors, tu nous as présenté ta solution très bien. Je voudrais juste que tu nous donnes, en fait, en gros, quel est le problème à laquelle tu t'attaques. Aujourd'hui, si quelqu'un veut gérer soi-même ses relations presse, qui passe par une agence classique ou pas, c'est quoi quel est le problème qu'il risque de rencontrer? Alors, le problème qu'il risque de rencontrer, c'est le prix. Et nous, on s'est surtout positionné là-dessus. Notre mission, un peu qu'on s'était donnée en 2014 et qu'on poursuit, c'était de démocratiser l'accès aux relations presse et faire en sorte que les plus petites structures, donc des freelances, des startups, des TPE, des petites associations, puissent faire appel aux journalistes leur communiquer leur information. Et donc, du coup, ce qui n'était pas possible avant qu'on arrive, c'était que tu n'avais qu'un accès aux agences de relations presse et aux freelances avec un coût qui était assez conséquent pour ce type de structure. Et c'est pour ça que nous, on a utilisé la technologie pour tout dématérialiser et surtout pour que la personne elle puisse le faire elle-même. Donc, c'est des coûts internes. Et là, le double avantage, c'est que c'est elle qui se crée son propre réseau de journalistes. Alors que si tu passes par une agence, si au bout de 6 mois, tu n'es pas satisfait, que tu dis j'arrête la collaboration, tu perds aussi le travail que l'agence a fait et le réseau journaliste qu'elle a créé pour toi. Parce que du coup, elle te donne pas les coordonnées des journalistes ni l'historique qu'elle a créé. Donc ça, c'est le sujet. Si cette personne donc, passe par une agence, donc c'est principalement le prix. Mais si par exemple, elle veut le faire elle-même, quel problème elle risque de rencontrer dans ces cas-là? Elle risque du coup de devoir s'acheter un abonnement à une liste de journalistes. Donc ça a aussi un coût. Soit après, alors il y en a qui vont le faire à la mano, qui vont regarder ce qu'on appelle les ours dans un magazine, la première page où tu as les différents rédacteurs qui participent à la rédaction du média. Et du coup, elle va vouloir se faire au début son propre fichier journaliste à la main. Ça, c'est un temps considérable. Et en plus,
une liste de journalistes, elle a une durée de vie pas si longue que ça, parce qu'il y a beaucoup de médias qui bougent, il y a des émissions qui s'arrêtent, il y en a d'autres qui reprennent, il y a des journalistes qui sont pigistes et qui vont du coup collaborer avec de nouveaux médias, donc ne vont peut-être plus être intéressés par une ancienne information parce qu'ils ne travaillent plus pour ce média-là. Et donc du coup, ce qui est intéressant avec notre outil, c'est que la mise à jour, elle est faite par notre partenaire qui s'appelle Hors Antenne, donc qui est détenu par Cision. Et donc on a la mise à jour de cette base toutes les semaines. Et surtout, ce qui est la valeur ajoutée que nous on propose, c'est le data center d'articles qui te justifie pourquoi le journaliste il est pertinent et cet enrichissement sur le web pour savoir ce sur quoi le journaliste travaille. Et ça, c'est pas possible de le faire par un humain, en fait. On y reviendra sur comment entretenir la relation avec un journaliste. Merci Solène. Marion, la même punition. Voilà un petit peu ton parcours. Comment t'es venue l'idée de My Name is Bond et voilà l'intérêt de ta solution, le problème à laquelle tu t'attaques. Merci. Yes. Du coup, moi, je suis la cofondatrice et la CEO de My Name is Bond. My Name is Bond, c'est une agence d'automatisation sur les réseaux sociaux. Mon parcours, il est plutôt classique. Je viens aussi d'une école de commerce. J'ai fait mon stage de fin d'études à Dubaï. Je bossais dans une agence de social marketing. Et j'étais souvent confrontée à cette problématique qui était l'accroissement de la communauté, qui est quand même hyper importante aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on était confronté à faire des tâches qui étaient relativement chronophages. Et donc, en réfléchissant, je me suis dit, il y a quand même un moyen de l'automatiser, c'est sûr, parce qu'on perd énormément de temps à le faire et il n'y a pas tant de valeur que ça. Enfin, la valeur, au final, elle est là, sauf que le temps qu'on passe à le faire, c'est pas très intéressant. Et donc, en fait, en revenant sur Paris, j'en ai discuté avec Maxime, qui est mon meilleur ami et cofondateur de My Name is Bond. Et donc, on a réfléchi à ce sujet-là. Est venu Pierre dans la discussion, qui est un autre copain qui, lui, s'y connaît très bien au niveau des robots, donc tout ce qui est automatisation de manière générale sur n'importe quel sujet. Et puis, en fait, au cours d'une discussion, on s'est dit, en fait, il y a moyen d'automatiser tout ça. Donc, on a créé l'outil. Et pour le côté branding, pour la petite histoire, en fait, on se positionne un peu comme étant l'agent secret de vos réseaux sociaux, puisqu'on arrive à automatiser certaines tâches qui ne sont finalement pas tellement visibles à l'œil humain. Donc, on trouvait le branding plutôt sympa et c'est vrai que ça nous aide quand même pas mal parce qu'on se différencie vraiment de tout le monde. Ok, merci. Alors, ce que je voulais, pourquoi je vous ai aussi, je ne l'ai peut-être pas indiqué, c'est vrai que d'un côté, il y a la visibilité, qu'on va dire, médiatique qui peut se faire à travers la presse. Et je dirais l'angle qui vous réunit un peu toutes les deux au niveau de l'activité, c'est que, alors, je parle sous ton contrôle, Marion, mais il y a deux aspects pour My Name is Bond. C'est l'automatisation de la prospection d'un côté, qui va plutôt se faire, de mon point de vue, sur LinkedIn. Et de l'autre côté, c'est l'automatisation de la gestion de la communauté, qui sera plutôt sur Twitter. Twitter étant, pour ceux qui ne le savent pas, le royaume des journalistes. C'est là où il se trouve. Et de l'autre côté, on a Instagram qui est, je dirais, un peu the outil pour aussi avoir sa communauté et peut-être la convertir. Donc, dans ces aspects-là, donc on avait un peu, je gère une communauté de plus en plus grande, je deviens carrément un influenceur. Et puis, si je suis capable aussi d'avoir une maîtrise de ma relation presse, c'est aussi un moyen pour moi de gérer ma visibilité. Donc, en fait, on a deux buts et puis deux moyens de pouvoir l'atteindre, sachant qu'on a des influenceurs qui ont une importance tellement conséquente qui finissent finalement par toucher la presse, puisque les journalistes finissent par s'y intéresser. Et le fait d'avoir des retombées presse permet aussi d'agrandir sa communauté. Voilà l'angle sur lequel j'avais vu les choses. Et moi, alors, pour revenir à l'actualité, donc savoir comment vous l'abordez. Alors, parce que peut-être les gens nous regarderont cette vidéo dans 10 ans. Donc ici, aujourd'hui, on a eu le Covid, on a eu le confinement où les gens ne pouvaient pas sortir. Bon, on ne sait jamais, hein, peut-être qu'il y a c'est vrai, c'est une bonne remarque. Il y a peut-être des historiens qui se pencheront pour savoir comment on vivait à cette époque-là. Donc, on a un désastre économique, ça a explosé au niveau des vidéos lues sur YouTube. On a Google Business qui prend de plus en plus de poids, donc c'est-à-dire le fait de pouvoir référencer son entreprise par rapport à une adresse. Donc, je voulais savoir, donc on va commencer par toi, Solène.
comment vous avez vécu un petit peu, est-ce que ça a été un accroissement de votre activité, ça s'est stabilisé ou au contraire ça s'est baissé? Et quelles étaient les nouvelles demandes que vous n'aviez peut-être pas forcément avant et qui sont arrivées? Solène? Ouais. Nous, ça a été étonnamment stable parce qu'on a eu des clients qui nous ont dit qu'ils arrêtaient, qu'ils gelaient tout, qui étaient dans l'attente, etc. Surtout si c'était des participations à des événements et tu communiques là-dessus, du coup, tu ne fais pas ton communiqué de presse parce que l'événement n'a pas lieu. Et en fait, ça s'est compensé parce qu'on a eu des nouveaux acteurs qui ont justement réagi à l'actualité, ont proposé des nouvelles solutions et du coup qui avaient besoin de communiquer et de se faire connaître pour montrer qu'ils avaient une réponse à cette situation. Voilà. Après, la difficulté qu'on a eue avec les relations presse, c'est qu'on ne savait pas trop ce que faisaient les journalistes et où ils étaient. Donc, ils ont forcément accès à leur boîte mail, mais ils ne sont pas forcément joignables par téléphone puisqu'ils ne sont plus dans la rédaction. Donc, quand tu fais une action de relation presse, tu diffuses un communiqué de presse, mais le plus important, c'est après de les relancer par téléphone, de créer du lien. Et donc, du coup, si tu appelles au standard du média ou sur la ligne directe du journaliste, mais il est chez lui, il ne va pas forcément donner son numéro de portable parce qu'il ne veut pas être harcelé non plus. Et donc, on ne savait pas trop voilà, comment ils réagissaient. Après, ils avaient besoin de travailler, d'avoir de l'information, plutôt de l'information en relation avec l'actualité. Parce que, par exemple, on a une personne qui a envoyé un communiqué de presse sur des séminaires. Ce n'était pas du tout le moment d'envoyer ça et son communiqué de presse n'a pas eu de retour parce que les journalistes, ce n'était pas la priorité du moment. Voilà, donc il y avait quand même besoin pour les journalistes de les informer, mais il fallait les informer différemment, essayer d'éviter les phénomènes de récup et plutôt axer sur quelles étaient les réponses que les entreprises qui voulaient communiquer pouvaient apporter à la société, aux consommateurs, aux entreprises par rapport à la situation qu'on a vécue. Donc, on a d'un côté des sujets avec des clients qui ont été mis en stand-by, hein, voilà, Oui. Plus de commandes, et puis d'autres, une nouvelle clientèle par contre qui est venue. Qui du coup avait besoin justement d'un outil comme ça en dernière minute pour pouvoir communiquer tout de suite parce que il fallait aussi, tu suivais l'actualité, tu suivais les annonces, donc il fallait tout de suite réagir et diffuser son communiqué de presse assez rapidement. Et notre plateforme, en fait, elle est faite où tu es autonome, donc tu peux payer en ligne, tu peux diffuser ton communiqué de presse et le faire en quelques minutes. Et donc, vas-y, finis, excuse-moi. non, mais du coup, ils nous trouvaient sur Internet et puis c'est comme ça qu'on a récupéré des personnes dont on n'avait pas forcément connaissance, qu'on n'avait jamais prospecté et qui nous ont trouvés sur Internet. Alors, par rapport toujours au Covid, supposons que je me lance, je suis entrepreneur. Alors, pour ceux qui nous écoutent, quand on fait de la relation presse, en fait, il faut être d'un côté suivre l'actualité, connaître bien sa boîte pour voir à quel moment il peut être opportun de communiquer. Pour justement donner envie aux journalistes de pouvoir parler de sa boîte. Est-ce que toi, tu identifies des opportunités? Alors, je vais donner un exemple. Il y a un moment donné, les journalistes étaient très friands de ces boîtes qui étaient nées pendant le Covid et qui avaient bien réagi, qui avaient profité de cette opportunité, parce que ça reste quand même une opportunité de faire des choses. Donc, à une époque, il n'existait pas un journaliste qui ne cherchait pas une boîte qui s'était créée pendant le Covid et qui avait adapté son business. Est-ce que toi, tu as identifié plus, moins des nouvelles opportunités, que les journalistes cherchent à pouvoir retraiter? Après, c'était surtout des informations positives. En quoi il fallait tourner le communiqué de presse sous un angle assez positif ou montrer en quoi tu étais une réponse à l'actualité et aux problèmes des lecteurs ou des auditeurs de ces journalistes. Donc, il fallait trouver cet angle-là en te disant, si tu cibles telle ou telle presse et médias, il faut que moi, en tant qu'annonceur, donc personne qui diffuse l'information, j'apporte quelque chose qui va intéresser le public des journalistes. Donc, le public, ça a été, est-ce qu'il y a une solution pour tel ou tel produit que je n'ai plus ou que je voudrais avoir voir aussi, ce qui était intéressant de voir, c'était aussi la responsabilité sociale des entreprises. Donc, axer un peu un angle sur le thème RSE et en quoi tu as apporté quelque chose à la société avec un grand S. Voilà. Et éviter bien sûr le phénomène de récup. Donc, il fallait faire attention à comment était tourné le contenu du communiqué de presse.
donne un exemple bateau, hein, vraiment bateau. Mettons, je suis un graphiste. Si j'avais décidé d'offrir mes services, quelques-uns de mes services de création de logos à des personnes qui font des masques, ça aurait pu être une opportunité pour communiquer là-dessus. Par exemple, je prends un exemple bateau qui n'existe pas, mais J'aurais plutôt utilisé les réseaux sociaux pour faire ce genre de choses. Parce qu'il y a eu beaucoup d'initiatives dans ce sens-là. Donc après, il faut les journalistes, ils peuvent pas réceptionner toutes ces informations-là et mettre en avant juste une personne parmi tant d'autres. Donc j'aurais pas fait de communiqué de presse là-dessus de mon point de vue. d'accord. Non, mais dans l'idée pour comprendre, pour que si pour vulgariser ou simplifier les choses. Mais c'était à partir du moment où moi je faisais une action qui était liée au sujet, c'était une opportunité. Alors après, de juger de l'opportunité, mais en tout cas, c'était. Si tu prends par exemple, j'ai une idée comme ça qui me vient en tête, un avocat par rapport à tout ce qui était télétravail, etc. Ça, c'est une opportunité où du coup, tu peux expliquer un peu, un peu une explication de texte pour que par exemple, les dirigeants comprennent un peu mieux les différents impacts. Et du coup, ça permettait à l'avocat d'être identifié comme un expert et les journalistes auraient pu l'inviter sur le plateau pour expliquer les dernières annonces du gouvernement, etc. Donc, s'il y a des avocats qui nous écoutent, ils ont intérêt à vite se dépêcher, de se préparer, de se positionner comme experts. En espérant qu'on n'ait pas de troisième vague, mais troisième confinement. À toi, Marion, merci. Donc, au niveau je répète, donc au niveau du Covid, est-ce que ça a changé quelque chose pour toi au niveau du marché? Est-ce que tu as identifié des nouvelles demandes que tu n'avais pas ou pas, des opportunités? Alors, nous, ce qu'il faut savoir, c'est que on a été créé en janvier, donc le temps de créer l'outil, vraiment, d'avoir des supports, etc. Finalement, j'ai limite envie de dire qu'on s'est lancé pendant le Covid, donc pendant la crise. Et en fait, étonnamment, on a eu de très bons retours parce que, certes, il y avait des dépenses qui étaient gelées. Donc, effectivement, certains... Enfin, on faisait en tout cas la première démarche. Les gens se souvenaient de nous et nous disaient ok, juste recontactez-moi dans un mois parce qu'effectivement maintenant j'ai pas suffisamment de visibilité par rapport à la crise et je sais pas comment ça va se passer au sein de l'entreprise. Donc c'est vrai qu'on a fait énormément de prospection, mais c'était quand bien même on n'a pas converti tout de suite, c'était vraiment de la prospection positive parce que les gens étaient réellement intéressés. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'avec cette crise, tout le monde est passé en ligne. Donc, tout ce qui est prospection, etc., est vraiment intéressant. Et donc, passer sur du full online et sur de l'automatisation, ça permet vraiment de gagner énormément de temps. Donc en réalité, on a eu beaucoup de demandes. Et à la fin du premier confinement, très honnêtement, on a rentré pas mal de clients. Donc c'était plutôt positif. Et c'est vrai qu'on était content de créer, de monter notre boîte pendant la crise et de survivre à cette crise. Et tu as vu des nouvelles demandes qui te sont venues? Et tu as vu peut-être des opportunités qui se sont créées chez tes clients par rapport à ce sujet-là? Oui, totalement, hein. Il y a pas mal de personnes qui ne pensaient pas justement à faire de la prospection de manière générale sur les réseaux sociaux parce que justement, quand tu penses à de la prospection pur et dur. Tu penses au phoning, tu penses à tous ces sales qui font de l'emailing, etc. Or, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont de vrais canaux d'acquisition très intéressants où justement ces coûts d'acquisition peuvent être très peu coûteux, là où sur de la publicité ou sur justement de l'acquisition de bases de données, le prix peut être beaucoup plus élevé. D'accord. Question que je vous pose, par exemple, alors aujourd'hui, je viens de me lancer. Déjà, par rapport aux clients qui travaillent avec vous, qu'est-ce que vous voyez comme, comment dire ça, comme choses qu'ils font mais qu'ils ne devraient pas faire? Est-ce que vous voyez, des fois, vous vous dites, toi, par exemple, Solène, tu m'as repris quand je te donnais un exemple. Moi, je t'avais dit, ce graphiste qui tu me dis plutôt sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous voyez des espèces de patterns que font vos nouveaux clients? Et puis, voilà, s'ils nous écoutent, peut-être, alors j'en ai un faux indice, mais peut-être est-ce que des fois vous constatez une absence de stratégie forte
C'est un exemple, hein, mais c'était juste pour vous dire à quoi je pensais. Alors, on va rester sur toi, Marion. Ouais. Quelles sont les erreurs que tu vois le plus souvent, toi? Du coup, nous, juste pour reprendre un petit peu sur notre offre, donc on fait de l'automatisation sur les réseaux sociaux et on est essentiellement présent sur Twitter, sur Instagram et sur LinkedIn. Sur LinkedIn, on utilise plus le réseau pour faire réellement de la prospection automatisée. Donc, on va chercher du lead avec un message marketing. Tu peux rappeler ce que c'est un lead? Pardon? Tu peux nous rappeler pour ceux que ça fasse Oui. un lead exactement, s'il te plaît? Oui, un prospect, quelqu'un qui fait partie de notre cible et qu'on souhaite convertir en client. D'accord. Et donc voilà, sur LinkedIn, c'est plus de la prospection pure et dure, si on peut dire ça comme ça. Là où sur Twitter et Instagram, le fonctionnement va être un petit peu différent. En fait, on va essayer de vous donner vraiment de la visibilité, d'accroître votre communauté pour vous faire connaître au sein de votre milieu et donc indirectement faire de la prospection. Par rapport à la question qui vient d'être posée, c'est vrai que nous, on a plusieurs clients qui pensaient que juste faire de l'automatisation allait suffire pour justement acquérir une communauté énorme en très peu de temps, là où en fait, c'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, pour avoir une communauté qui soit solide et qui soit présente, qui vienne interagir avec votre contenu, etc., bah, il faut justement que votre contenu il soit de qualité. Donc, on a eu plusieurs fois ce cas de figure où derrière, il n'y avait pas du tout de stratégie en termes de communication. Et donc, les résultats n'étaient pas terribles. Et il faut bien penser à ça, c'est que l'automatisation, de manière générale, ça marche, mais elle ne marche pas de manière seule. Donc, que ce soit sur LinkedIn avec un beau message de prospection pour justement faire convertir la personne, de la même manière que sur Twitter ou sur Instagram, pour justement accroître sa communauté, il faut aussi que derrière, il y ait du contenu de qualité. D'accord. Donc, en fait, on va leur dire que, évidemment, qu'il faut qu'ils viennent chez toi, mais qu'il ne faut pas qu'ils viennent chez toi si ils n'ont pas préparé les messages pour animer les questions. Alors, pour ceux qui nous écoutent, ça peut être par exemple des fois des questions pour entraîner de l'engagement. Aujourd'hui, je prends l'exemple bateau de quelle humeur vous êtes aujourd'hui? Vous êtes chaud, pas chaud? Ça peut être des petites citations voilà, inspirantes. Ça peut être aussi des conseils, alors évidemment, qui sont en pertinence avec le secteur d'activité dans lequel ils évoluent. Et puis, ça peut être aussi des interviews, c'est comme on le fait actuellement. C'est ces choses-là. D'accord. Et vous, vas-y. J'avais des cas qui étaient encore plus choquants où littéralement le client n'avait rien posté depuis 2 mois, souhaitait faire appel à nos services. On lui a bien expliqué qu'il fallait qu'il crée du contenu. Il n'a pas créé de contenu, donc forcément les résultats ne sont pas bons parce qu'en fait on voit que c'est un compte qui n'est pas vivant et donc qui, entre guillemets, n'apporte aucune valeur ajoutée. Donc, quel va être l'intérêt des personnes à suivre ce compte qui finalement ne crée aucune valeur? On fera la séquence client bizarre un peu plus tard pour réveiller ceux qui nous écoutent. T'inquiète pas, garde ta liste de clients bizarres. Même chose pour toi, Solène. Nous, c'était surtout au niveau du ciblage. En fait, quand tu connais pas trop les relations presse, tu te dis plus tu envoies un maximum de personnes et plus tu as de chances d'avoir des retombées presse ou d'avoir des contacts, ce qui est faux. Il vaut mieux privilégier la qualité à la quantité et vraiment bien trouver l'angle d'attaque de ton communiqué de presse et cibler le bon média par rapport à ce que tu t'apprêtes à leur dire et pas d'arroser, d'être trop généraliste parce que du coup, le journaliste ne se sent pas concerné par l'information et il se projette moins dans la réalisation d'une interview ou la réalisation d'un article. Donc, c'est important de prendre le temps de trouver un angle. Donc, c'est une façon de rédiger ton communiqué de presse. Donc, un angle, ça peut être si tu as un produit, par exemple, de Noël et que tu le fabriques à Rennes, c'est important de mettre en avant cet angle régional et d'expliquer que tu produis ça de manière responsable, avec des jouets en bois en France, surtout à Rennes, etc. et de t'adresser à la presse locale. Il n'y a pas de jeu de mots à faire si c'est à Rennes avec les rennes de Père Noël? Non, je pensais aux jouets, aux enfants, à Noël. Donc, du coup, voilà, c'est ce qu'on constatait au début et ce qu'on constate moins parce que du coup, on a quand même beaucoup évangélisé, on donne des conseils sur notre site, on force les utilisateurs à
à affiner la sélection des journalistes pour éviter voilà, d'arroser et de spammer les journalistes qui reçoivent énormément de choses. Et donc, si l'angle d'attaque ne va pas les concerner, il n'y a aucune chance qu'ils réagissent et qu'ils se projettent dans la réalisation d'une interview ou d'un article. Donc ça, c'est les erreurs que tu vois de manière le plus fréquente. Bah, c'est ce qu'on voyait beaucoup au début. Là, on voit que les personnes font quand même plus attention. Donc, on est moins à retravailler le ciblage avec eux parce que voilà, on est disponible en chat, en ligne. Donc, on a pas mal de contacts via ça et des personnes qui disent mais est-ce que vous pouvez m'aider pour le ciblage? Et donc, on fait le ciblage après en visio avec eux. Mais donc, ça, on le fait moins. D'accord. Et si on parle de l'actualité, dernièrement, on a eu le décès de l'acteur Sean Connery. Si dans le nom de ma société, il y avait Bond, par exemple, j'avais une opportunité de communiquer, par exemple. Ça aurait Voilà. pu. Opportunité ratée. D'accord. Et alors, donc moi, ce que je comprends quand je vous entends, c'est que finalement, l'entrepreneur, finalement, qu'il ait ou pas les outils, il doit d'abord se pencher sur le bénéfice, sa stratégie. Sinon, vous pourriez même avec les remises qu'on lui apporte, finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut vraiment qu'il se penche d'abord sur sa stratégie. Hein. Sur le contenu, sur ce qu'il veut dire. Après, par rapport aux relations presse, il ne va pas contacter les journalistes pour rien dire. Donc, on n'a pas de communiqué de presse creux, entre guillemets. Parce qu'ils savent que quand tu contactes les journalistes, il y a quand même une démarche derrière, que si tu es interviewé, il faut quand même avoir quelque chose à dire. Donc, nous, on n'a pas... les personnes qui nous utilisent, elles ont des sujets, et c'est justement parce qu'elles ont des sujets qu'elles veulent diffuser un communiqué de presse. Ok. Après, je pense que de manière générale, même peu importe les outils, il y a besoin d'un minimum de réflexion, hein, que ce soit au niveau justement des communiqués de presse, au niveau de la prospection, au niveau de la présence sur les réseaux sociaux. Enfin, tout ne se fait pas en un claquement de doigts. Donc voilà. D'accord. Ce que je voulais vous demander, oui, par rapport à vos clients actuels, est-ce que vous pouvez chiffrer, alors on va revenir un peu sur la partie chiffres, de manière générale, combien de clients ça représente pour vous, mais surtout le gain que vous avez pu apporter, quelques success stories, comment ça a pu se traduire. On va commencer par toi, Marion. Pour toi, comment Alors, ça... ouais, nous, aujourd'hui, on a eu plus de 250 clients, donc sur tous réseaux confondus, Twitter, Instagram et LinkedIn. C'est vrai qu'on a des typologies de clients vraiment très différentes. On accompagne beaucoup d'entrepreneurs, comme on a accompagné des grands comptes, comme on accompagne des TPE, PME au niveau de leur prospection justement sur LinkedIn. Et de plus en plus, on accompagne des entreprises en B2B ou en B2C qui ont besoin d'être présents sur Instagram. En termes de success story, on en a une qui est plutôt pas mal, c'est donc MyLuby qu'on a accompagné, qui est une marque française de lubrifiants qui a fait une campagne de crowdfunding. C'est une marque qui s'est lancée, une marque française, et on les a accompagnés en fait justement au niveau de l'automatisation sur tous les réseaux, donc sur Instagram, sur Twitter et sur LinkedIn. Donc sur LinkedIn pour aller chercher des journalistes, et également sur Twitter, parce que, comme on le disait, il y a beaucoup de journalistes qui sont présents sur Twitter. Et donc, ils ont atteint, si je ne dis pas de bêtises, 1700% de leur objectif, ce qui est plutôt génial, sachant le secteur dans lequel ils étaient relativement limités justement au niveau de la communication, donc pas le droit de faire d'ads, donc de publicité. Comment ils n'ont pas le droit? Ils n'ont pas le droit de... Notamment, pardon, sur Facebook. Ah, En fait, ça touche à un produit tout le domaine sexuel est banni sur Facebook, ou alors il faut vraiment détourner au niveau de la création pour justement faillir un peu ces restrictions. Mais en l'occurrence, ils ne pouvaient pas faire de publicité sur Facebook. Et autant dire que pour un produit justement qui est B2C, si on enlève les publicités sur Facebook, ça retire quand même un gros chiffre d'affaires. d'accord. C'est bien parce que tu as fait une fusion avec la question suivante sur les clients un peu insolites. Donc, tu m'as tu m'as fait du deux en un. Ok, d'accord. Donc, 1700, donc c'était une campagne de crowdfunding. Ils ont fait 1700% par rapport à l'objectif. Alors, objectif, ouais. Et en fait, ça répond un peu à la remarque que faisait Solène, c'est-à-dire ces journalistes qui ne sont plus disponibles en salle de rédaction. Alors, je n'ai pas osé te faire la remarque, parce que généralement, certains se montrent disponibles sur Twitter ou LinkedIn et Facebook. Ça dépend des journalistes, évidemment. Donc, en fait, c'est un moyen
finalement de pouvoir les toucher autrement que par la boîte mail classique professionnelle. D'accord, ok. Solène, pareil, mais si tu veux réagir à ce que vient de dire Marion, euh, voilà, vas-y. Toi, par rapport au success story que tu as eu. Nous, alors on a maintenant un peu plus de 4000 utilisateurs sur le site. On développe aussi des plateformes en marque blanche pour des régions qui, du coup, l'offrent aux entreprises qu'elles financent. Donc ça, c'est assez sympa de voir que quand tu as une aide de la région, tu as aussi la possibilité de diffuser un communiqué de presse aux journalistes. Et après, on a des clients qui ont des belles retombées presse. Là, on a Solinum, il n'y a pas très longtemps, qui a été contacté pour faire 66 minutes, qui a eu aussi Le Parisien. On a régulièrement de belles retombées que l'on met en avant sur nos réseaux sociaux et on a des clients qui sont satisfaits et qui nous recommandent. Donc, c'est ça qui est aussi intéressant, qui montre que du coup, il y a une communauté derrière et que quand il y a un produit qui a marché, du coup, les gens en parlent et se disent toi aussi, tu pourrais le tester. Alors voilà, donc ça ne marche pas tout le temps à tous les coups, parce que les relations presse, tu es quand même dépendant des journalistes. Mais pour donner un peu des chiffres, on a 8 communiqués de presse sur 10 qui ont au moins un contact avec un journaliste. Donc, c'est grâce au ciblage, vu que c'est bien ciblé, du coup, le journaliste se sent concerné et tu as plus de chances qu'ils répondent et qu'ils te contactent derrière pour en savoir plus. Quand tu dis 8 contacts, c'est-à-dire que le journaliste répond? Sur 8 communiqués de presse sur 10 ont au moins un contact avec le journaliste. D'accord. Et ça se traduit comment en termes de publication? Est-ce que tu as des chiffres? Alors, non, je n'ai pas les chiffres parce que c'est compliqué. En plus, les clients Ah oui, d'accord, nous disent pas forcément qu'ils ont eu des retombées et où. Donc après, nous, on a un petit questionnaire de satisfaction où du coup, on essaye d'avoir ces informations-là. Mais voilà, ils vivent leur vie sur notre site, donc ils ne vont pas derrière nous dire exactement ce qu'ils ont eu. Voilà, mais on a différents témoignages clients qu'on a mis en ligne sur notre blog pour montrer que tout le monde peut utiliser les relations presse, que ce n'est pas réservé à l'élite, au CAC 40, etc. Et que même des plus petites structures peuvent aussi intéresser les journalistes. Tu as eu un secteur un peu insolite que tu as eu à traiter, que tu as vu passer? Marie nous a cité un, comme ça. Non, on est sur 800 domaines d'activité, donc on ne les a pas tous fait encore, mais non, on n'a pas de... J'ai pas de petites anecdotes comme ça à sortir. Vous donneriez quoi comme conseil à l'entrepreneur comme ça qui se lance aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pourriez donner comme... Est-ce que vous avez détecté un hack, des choses, un truc qui sera intéressant à faire? Moi, je lui dirais de ne pas utiliser la botte communication en dernier lieu, parce qu'on voit souvent ça, les gens attendent d'être au clair sur sur toute leur offre, tout leur site, tous leurs produits, etc. Et ils communiquent après. Et c'est dommage parce que la communication devrait venir en amont. Ça permet de gagner en confiance, ça permet de faire venir des clients et des prospects sur ton site. Ouais. Ça permet d'avoir des retours aussi sur ton site. Donc, c'est dommage d'attendre et de dépenser tous ces euros dans la technique et de communiquer ensuite. Ouais, je te rejoins totalement, Solène. À titre d'exemple, avec My Name is Bond, en fait, on a commencé à le commercialiser avant même d'avoir l'outil pour voir justement s'il y avait une corrélation avec justement notre demande et notre produit. Et il s'avère que c'était le cas. Donc, c'est comme ça en fait qu'on s'est dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire et qu'on avait des clients qui étaient là, qui étaient prêts à payer. Ça nous a aussi permis de tester un peu le prix. Tout simplement, au niveau de la prospection, on alternait un petit peu. On testait un prix, on testait un autre. Et puis, au fur et à mesure, c'est en faisant des tests et pas tant d'analyse de marché ou quoi que ce soit qu'on a réussi à trouver notre produit et surtout à trouver notre cible avec le bon pricing. Tu as fait aussi ce même process pour Alcolink, c'est-à-dire espèce de landing page où vous proposez un prix pour voir à quoi les gens réagissaient? Oui, on a fait des tests de pilotes, on a fait des communiqués de presse
en amont du projet. Donc, le produit n'était pas encore lancé. On a annoncé nos levées de fonds, etc. Alors après, il faut le faire quand tu as une levée de fonds qui est conséquente. Et après, voilà, il faut avoir du contenu et quelque chose à raconter, parce que le journaliste ne va pas parler sur du peut-être. Donc, quand tu annonces quelque chose, il faut quand même avoir de la consistance et pas se lancer comme ça, mais il ne faut pas attendre trop avant de le faire. Et je rebondis juste, tu dis il ne faut pas communiquer, enfin il faut que la levée de fonds soit relativement importante. C'est environ combien, juste pour qu'on ait une idée? Si c'est moins de 500 000, ça ne sert à rien de communiquer, parce que maintenant, il y a des trop gros montants qui intéressent plus les journalistes et tout le monde fait des levées de fonds. D'accord. Mais on a une fiche conseil là-dessus, donc tu pourras la lire. Avec plaisir. Je te l'enverrai. Alors, avec plaisir. Pour ceux qui nous écoutent, Solène et Marion ne se connaissaient pas. Donc, je vous invite à aller sur sharing.co, comme ça, vous pourrez voir les autres partenaires. Vous ne le connaissiez pas. En fait, oui, vous connaissez quoi depuis 1 heure. Comme ça, entre nous, tu en penses quoi de cette solution, justement, d'automatisation, comme ça? Est-ce que déjà, tu savais que de telles solutions existaient pour automatiser sa prospection sur LinkedIn ou pour augmenter sa communauté sur Instagram? Non, je ne connaissais pas. Et après, je trouve que la démarche, elle est bonne. Et c'est clair qu'il faut arrêter de perdre du temps à faire des tâches qui sont chronophages et se concentrer sur ce qui est une vraie valeur ajoutée. Et dans le cas de My Name is Bond, après, ça aide de vraiment prendre le temps de contacter, de discuter avec tes prospects pour les convertir en clients. On a un peu cette même démarche où on arrête de faire des fichiers, de perdre 6 heures, on est assisté par l'outil et après, on prend le temps de trouver un angle, une communication et contacter les journalistes. Pour votre propre prospection, puisque comme nous tous, on cherche des clients, si tu veux utiliser la solution de Marion, tu peux passer par Sherin pour avoir des directions. Donc, la version, il y a une disponibilité en version bêta pour tester, gratuite, je ne sais pas comment on dit le terme, s'il y a des la solution. Je sais pas comment. Il y a une version d'essai pour voir un peu à quoi ça ressemble ou pas du tout, Marion? Non, on n'a pas de version d'essai. En fait, on en avait une auparavant et en fait, on perdait trop de temps et d'argent, donc on a décidé de la couper. On a une offre qui est sans engagement, qui permet de tester justement la solution sur 1 mois. À savoir, 1 mois, c'est bien parce que ça vous permet vraiment d'avoir un retour sur investissement et de laisser le robot tourner et donc s'optimiser. Là, je pense notamment sur Instagram, il y a vraiment un gros travail d'optimisation parce que pour la petite histoire, comment ça fonctionne, donc sur LinkedIn, c'est de la prospection pure et dure. Donc, de manière automatique, on va visiter un profil, envoyer une demande de connexion et envoyer un message personnalisé. Là où sur Twitter et Instagram, étant donné que notre objectif premier va être d'accroître la communauté de manière qualifiée, on a un fonctionnement qui est un peu différent. Et ce qu'on met surtout en place, c'est ce qu'on appelle du follow-unfollow. C'est-à-dire qu'on va suivre des comptes et quelques jours plus tard s'en désabonner. Mais pour que ce soit des personnes vraiment qualifiées, on va se baser sur ce qu'on appelle des comptes cibles. Donc, un compte cible, c'est un compte qui possède la même cible que vous. Et donc, nous, on demande une liste de comptes cibles qui est relativement importante, de manière à toutes les semaines tester plusieurs cibles à la fois et en fait, en tirer des conclusions chaque semaine. C'est-à-dire que si un compte cible nous ramène moins de 10% de follow-back, donc de personnes qui nous suivent en retour, on considère que c'est une cible qui n'est pas suffisamment qualifiée et donc on la coupe. Et de cette manière, on optimise à la fois nos actions, mais également nos résultats. Donc, de manière constante, on est sur de l'optimisation. Et donc, 1 mois… De préciser aussi qu'il y a eu beaucoup de R&D pour éviter le ban aussi. Oui, tout à fait. Ouais, en fait, on a mis en place tout un process d'hypersécurité, qui permet justement, de sécuriser le compte du client. Et puis surtout, en fait, dans toute la démarche, on ne se fait pas repérer comme un robot. Pourquoi? Parce que on utilise des outils qui sont de qualité. Et au-delà de ça, on a mis en place toute une stratégie en interne, c'est-à-dire qu'on a des comptes qu'on appelle des comptes soldats qui vont un peu au front et avec lesquels on teste l'automatisation à son maximum pour en connaître ses limites. Et de cette manière, on revoit les chiffres à la baisse pour justement sécuriser le compte de nos clients. Et tu pensais quoi de ta solution? Enfin, je pense que tu ne connaissais pas non plus.
Alors, je ne connaissais pas. C'est vrai que j'ai pour habitude de connaître plus tout ce qui est agence de RP. Et de manière générale, je suis plutôt réticente par rapport à ça parce que c'est toujours, tu payes par rapport aux apparitions, etc. Mais tu ne sais jamais en fait dans quel média tu vas apparaître. Et puis un média ne vaut, voilà, il y a une valeur qui est quand même très différente. Et je trouve que la solution, elle est vraiment bien pensée. Je trouve ça hyper intéressant. Et c'est vrai que je ne connaissais pas. Et en vrai, ça m'intéresse pour moi comme pour des copains qui en ont besoin. Donc, ouais, je pense que j'irai parler à Solène en privé après. D'accord. Bah, et pareil, hein, je te fais la même offre. Il y a Chérine, on a des accords. Donc, je vous invite à toutes les deux passer par Chérine si vous voulez vous tester. Voilà. On a terminé. Est-ce que vous vouliez rajouter autre chose par rapport à cette interview croisée, mesdames? Peut-être vous n'avez pas un slogan ou quelque chose comme ça ou non, rien de... Non, pas de message préparé. Ok, Non. alors très bien. Non, mais il y aurait pu, nous, chez Chérine, c'est jouissez de votre liberté. Voilà, par exemple. Donc, merci à vous, mesdames. On a terminé cette interview. Je ne sais pas c'est quoi la prochaine. Je vais quand même vous laisser le mot de la fin. Si vous avez un message à dire, parce que c'est vrai qu'en ce moment, il y a... Je reprends tes mots, Solène, hein, parce que tu parlais des journalistes qui cherchaient des mots positifs. Donc, est-ce que voilà, je te laisse, je vais vous laisser le mot de la fin. D'abord à toi, Solène, ensuite à toi, Marion, et on aura terminé cette interview. Voilà. Mais moi, ce que je vous dirais, c'est de prendre votre courage à deux mains, que le journaliste parfois fait peur, mais qu'en fait, c'est un homme et une femme. Mais c'est vrai, ça peut impressionner les gens, voilà, de les contacter, etc. Parce que c'est un homme et une femme qui reçoivent des communiqués de presse. C'est leur métier de recevoir des communiqués de presse, c'est leur métier de trouver des informations. Donc, il y a de fortes chances que ce que vous apprêtiez à leur communiquer les intéresse si vous avez bien ciblé et que vous adressez à la bonne personne. Donc voilà, il faut se lancer. Merci. Marion? Moi, je dirais juste qu'il est temps d'arrêter avec toutes ces tâches chronophages et qu'il est temps de se focaliser sur des actions qui ont de la vraie valeur et qui fera une vraie différence pour vos entreprises, mais également pour vos prospects. Donc, notamment, passer du temps à discuter avec eux, là où il y a certaines tâches que vous pouvez automatiser. Donc, voilà, il est temps d'automatiser. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.